J'espère que vous avez pu profiter de cette courte pause pour échanger. J'invite Nicolas Lagrange, rédacteur en chef d'AEF Info, qui animera cette deuxième table ronde, à me rejoindre sur scène. Bonjour à toutes et tous. Table ronde dédiée au recrutement des seniors qui fait bouger les lignes, comment faire évoluer les représentations, comment faire reculer les discriminations liées à l'âge. On a vu qu'elles sont persistantes. Comment favoriser le recrutement des seniors, quel que soit leur éloignement par rapport à l'emploi. Bon, c'est un vaste sujet, ça nous oblige à faire quelques arbitrages, peut-être aussi quelques impasses. On va surtout tenter de mettre en avant quelques enjeux, quelques bonnes pratiques, quelques possibilités d'essaimage et quelques pistes d'action avec 5 interlocuteurs qui vont me rejoindre sur scène. Caroline Gonin de Transdev, Claudia Montero d'Eurogroupe Consulting, Aymeric Morin de France Travail, Isabelle Hainaut-Chevalier de Prisme Emploi et enfin Isabelle Rivière des acteurs de la compétence qui remplace au pied levé Garance Hiverneau, secrétaire général des acteurs de la compétence, qui est totalement aphone ce matin. Donc on lui souhaite un prompt rétablissement et on remercie Isabelle Rivière de la remplacer. Bonjour à toutes et tous, installez-vous, vous avez un micro chacun. On va faire un petit tour de table en commençant par Caroline Gonin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes DRH et directrice RSE groupe de Transdev, un groupe dédié aux mobilités publiques, bus, cars, tramway, trains, ferries. Quelques chiffres clés, Transdev, c'est 100 000 salariés, 19 pays, 70 000 conducteurs. Et en France, c'est 30 000 salariés et 27%, fait important pour notre débat, 27% des salariés français ont plus de 55 ans. Deuxième interlocutrice, Claudia Montero. Bonjour. Bonjour. Vous êtes associée et présidente d'Eurogroupe Consulting, 2000 salariés dans le monde, 400 en France, dont 300 consultants. Et la moyenne d'âge, c'est un peu à l'inverse, c'est 33 ans. Troisième interlocutrice, Isabelle Hainaut-Chevalier. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Alors vous êtes déléguée générale de Prisme Emploi, c'est l'organisation professionnelle des entreprises du travail temporaire, fédération qui regroupe à peu près 90% du secteur. Et quelques chiffres clés sur votre secteur, c'est les chiffres de 2023. 12 000 agences d'emploi, 33 000 salariés permanents et à peu près l'équivalent de 800 000 salariés intérimaires en équivalent temps plein. Quatrième interlocutrice, qui n'était pas prévue, et on vous remercie, Isabelle Rivière. Bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes déléguée générale adjointe des acteurs de la compétence, fédération professionnelle sur le champ des organismes de formation, mais qui regroupe 1300 adhérents. Il n'y a pas que les OF et les centres de formation d'apprentis, il y a aussi des certificateurs, des éditeurs de contenu ou encore des cabinets de conseil et d'accompagnement dans votre fédération. Et enfin, cinquième interlocuteur, Aymeric Morin. Bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes directeur général adjoint, délégué en charge de l'offre de services de France Travail. Et on va commencer avec vous, Aymeric Morin, par le constat qu'on a commencé à découvrir ce matin. Certes, le taux d'emploi des seniors progresse régulièrement, mais il est toujours particulièrement difficile pour les seniors qui ont perdu un emploi, qui souhaitent se reconvertir, d'en retrouver un. Il y a de nombreuses données statistiques qui l'attestent. Quelques illustrations sur les données que vous avez sur la population des 50 ans et plus à France Travail. Merci Nicolas. Effectivement, je pense qu'on peut prendre 3 grandes données qui résument bien finalement ce positionnement des seniors sur le marché de l'emploi. La première, vous l'avez dit Nicolas, c'est le taux d'emploi. On le voit sur les 15 dernières années, une progression constante. Ça a augmenté de 11 points. La part des seniors est plus du quart des demandeurs d'emploi aujourd'hui. C'est vraiment une évolution profondément structurelle qui va bien sûr se poursuivre dans le contexte de la transition démographique. Deuxième donnée qui me semble essentielle, c'est le contraste entre à la fois un taux de chômage qui est plus bas, il faut l'avoir en tête, des seniors que sur les autres catégories, mais vous l'avez très justement dit, ensuite un taux d'accès, de retour à l'emploi
pour les seniors qui deviennent chômeurs, qui est pour le coup nettement moins bon que les 25-49 ans. Là, on est même à 40% d'écart sur le taux de retour à l'emploi. Donc effectivement, les seniors sont moins en chômage, on peut le dire comme ça, mais par contre, quand ils le sont, beaucoup plus de difficultés à retrouver un emploi. Et troisième donnée qui est liée, c'est le fait que cette difficulté à retrouver l'emploi, elle entraîne vraiment entre guillemets, un enfermement dans le chômage. On le sait, la durée d'indemnisation chez nous, elle est massivement plus élevée pour les publics seniors. Et la part, par exemple, je prends un chiffre, la part des seniors qui sont chômeurs de longue durée, c'est presque 60% des seniors demandeurs d'emploi qui sont chômeurs de longue durée. C'est presque 20 points de plus que sur les 25-49 ans. Donc là aussi, vraiment un trait très caractéristique de ce public. Et sans oublier un autre public que citait Olivier Guivarch tout à l'heure dans la première table ronde, 580 000 seniors qui ne sont ni en emploi, ni en formation, ni en recherche d'emploi. Donc là aussi, il y a un gros sujet. Or, quand on regarde les accords d'entreprise sur les seniors, qui sont pour l'instant peu nombreux, ils sont finalement globalement silencieux sur le sujet du recrutement. On trouve parfois un objectif qui est plus un objectif de maintien de la proportion de seniors dans les effectifs, rarement des objectifs volontaristes d'accroissement de cette proportion. Donc les représentations, on l'a bien vu ce matin, des entreprises sur les seniors, elles constituent un frein important au recrutement et on va s'en rendre compte avec le témoignage en vidéo de Jacques, directeur commercial pendant 20 ans, qui a perdu son travail à 57 ans. Longue période de chômage, formation, nombreux CV envoyés, rien n'y fait. Les cabinets de recrutement avouent ne pas présenter son CV au recruteur en raison de son âge. Finalement, il parvient à entrer dans un nouveau parcours de formation, Atout Senior, proposé par l'organisme de formation IFOCOP, en partenariat désormais avec France Travail et avec l'APEC. Un parcours de 8 mois qui inclut une période d'application pratique en entreprise de 4 mois. Et on reviendra tout à l'heure sur ce parcours, son ambition et ses modalités. Mais on va d'abord écouter l'analyse que nous livre ce cadre senior sur les obstacles qu'il a rencontrés. Il en a beaucoup parlé sur LinkedIn, il a reçu des centaines de commentaires en retour. Jacques est interrogé par Morgane Ernaud du groupe IFOCOP. En début de phrase, vous avez dit un mot, Morgane. Vous avez dit le mot crainte, la crainte de l'entreprise. Je vais accentuer ce mot. Je vais vous dire la peur de l'entreprise. Pourquoi aujourd'hui, un senior, quand il est plus sur le marché de l'emploi et qu'il doit revenir, pourquoi il y a autant de difficultés? Et pourquoi en France? Parce qu'en Angleterre, ce n'est pas le même problème. En Allemagne, il n'y a pas de problème. Là, on est sur un sujet typiquement français. J'ai eu la chance d'échanger avec des centaines de personnes suite à cette histoire. C'est pas une méchanceté du chef d'entreprise qui ne veut pas un gars qui a plus de 50 ans, enfin un homme ou une femme, peu importe, qui a plus de 50 ans, c'est la peur. La peur d'embaucher quelqu'un qui est plus âgé que lui. La peur d'embaucher quelqu'un qui, peut-être à 57, 58 ans, j'ai tout entendu. Là, dans le parcours, l'entreprise, le dirigeant n'a pas de peur. C'est un stage de 4 mois. Aucun engagement, aucune rémunération. Donc, le gros avantage de votre parcours, c'est que vous cassez cette peur du chef d'entreprise. Et là, il commence à raisonner hors peur. Et il commence à se dire, cet homme, cette femme, 52, 54, 58, 60, mais je m'en fous de son âge. C'est quelqu'un qui va venir m'aider sur un projet pendant 4 mois et m'apporter son expertise, parce que je pense qu'à cet âge-là, on peut parler du mot expertise. Donc, c'est du gagnant-gagnant. Et pour le demandeur d'emploi que l'on est, ou le stagiaire, mais demandeur d'emploi, entre guillemets, on vient se remettre le pied dans l'entreprise et on vient refaire ce que l'on aime. Donc, on retrouve un terrain de jeu. Les deux sont gagnants. Le recrutement est un vrai problème. Et c'est très paradoxal. Il y en a qui ne trouvent pas, d'autres qui n'arrivent pas à embaucher. Je pense que vous êtes vraiment ce lien avec effectivement France Travail, puisque maintenant vous avez des partenariats donc très forts avec eux. Vous êtes vraiment ce lien pour briser cette peur qui malheureusement existe en entreprise auprès des dirigeants et leur dire mais vous n'avez aucun risque. C'est juste un stage de 4 mois. Vous n'avez pas de contrat, de CDD, je ne sais pas quoi, et vous ne payez pas le stagiaire. Tout bénef, accueillez-le, donnez-lui des missions dans ce qu'il sait faire. Et quand le dirigeant, en principe, après, a une idée
il voit très rapidement, au bout d'un mois, ce que vaut le stagiaire. Ça peut aussi lui ouvrir l'esprit en disant, mais au fait, son âge, il ne le voit plus, parce qu'il voit simplement un collaborateur comme un autre, bien qu'on soit stagiaire, il n'y a aucune différence. Et il se dit, mais au fait, là, j'ai peut-être un poste à lui proposer, parce que j'ai un manque dans l'entreprise. Voilà pour ce témoignage de Jacques, 57 ans, qui est particulièrement éclairant. On le voit, hein, les représentations sur les seniors sont encore fortes dans de nombreuses entreprises. Claudia Montero, dans votre secteur en particulier, c'est un secteur très jeune, vous souhaitez faire évoluer ces représentations. Aujourd'hui, vous avez plutôt un modèle d'entreprise où on recrute de jeunes consultants, beaucoup de jeunes consultants. Alors pourquoi les faire évoluer ? Effectivement, en fait, dans le monde du conseil, on a, contrairement à la moyenne d'âge globale des entreprises, en France, une moyenne d'âge bien plus basse. On a aussi une autre caractéristique, c'est celle du turnover. On est des sociétés qui connaissent des turnovers de plus de 25% par an. Ça veut dire que, par exemple, chez Eurogroupe, où on est 400, on recrute chaque année 100 nouvelles personnes. On l'a vu après la Covid, il y avait eu une grosse tension sur le marché du travail, en particulier pour les emplois qualifiés, et en même temps un paradoxe. Alors qu'on peinait à recruter des jeunes tout juste diplômés et sortis d'école, il y avait encore quelques profils extrêmement qualifiés sur le marché qui ne trouvaient pas chaussures à leurs pieds. Et donc on s'est dit que finalement, en fait, on avait toutes les dispositions qui permettaient un véritable rebond dans une vie professionnelle, au même moment en fait où notre pays s'interrogeait sur c'était quoi la durée de vie au travail. Et on le sait, hein, il suffit de regarder nos voisins européens et peut-être plus loin, la durée de vie au travail s'allonge et notre population active vieillit. Et donc c'est pour ça en fait qu'on s'est dit qu'on pouvait faire quelque chose chez Eurogroupe Consulting avec l'APEC en proposant à des personnes expérimentées, voire même très expérimentées, de nous rejoindre comme consultants débutants. Et ce qu'on a lancé en termes de parcours, 10 parcours rebonds. Oui, et on reviendra tout à l'heure sur les modalités précises de ce parcours avec cet oxymore consultant débutant expérimenté. Tout à fait, on devrait dire consultant tout court, ce serait peut-être plus clair pour tout le monde. Merci. Alors en termes de campagne de sensibilisation, bon, il y a quand même de plus en plus d'entreprises, même si c'est encore minoritaire, mais qui forment leurs encadrants, leurs managers, leurs recruteurs, justement à cette acculturation, à cette sensibilisation aux stéréotypes. Il y a eu des campagnes de sensibilisation assez marquantes, et je vois Gilles Gâteau, le directeur général de l'APEC, et on pense bien sûr à la campagne Périmée, cette étiquette vous choque. Recruteurs, changeons notre regard sur les seniors. C'est une campagne avec des seniors qui avaient dans le dos cette étiquette Périmée qui avait beaucoup marqué, puis une autre en 2024 sur les super pouvoirs des seniors. AXA avait lancé une campagne L'audace n'a pas d'âge, L'Oréal une campagne No Filters avec des parcours inspirants. Donc on voit que les choses bougent, même si elles sont à l'initiative pour l'instant d'une minorité d'entreprises. Caroline Gonin, vous avez signé, vous voulez aller plus loin là-dessus, vous avez signé la charte du club Landois. Vous souhaitez mettre l'accent sur l'emploi des seniors, vous en avez beaucoup plus que chez Eurogroupe, beaucoup de conducteurs qui ont un certain âge, vous allez nous en parler, mais vous n'avez pas souhaité, et c'est un vrai débat dans la communauté RH, faire une politique spécifique senior, plutôt aborder ça sous l'angle de la diversité. Expliquez-nous. Oui, tout à fait. En fait, on a une vision, je dirais, globale de la diversité et de l'inclusion. Alors bien sûr, pour des raisons techniques, on travaille sur des catégories, on travaille avec des cibles et des plans d'action spécifiques. Mais notre premier objectif en termes de diversité, c'est d'abord que chacun, avec ses différences, se sente confortable finalement dans le groupe. Donc c'est vraiment ça notre, je dirais notre motto. Et on évite vraiment au maximum de faire des catégorisations, notamment parce que quand on travaille, par exemple sur le sujet des seniors, on parle souvent des conditions de travail, du temps de travail. Et quand on travaille ce sujet en faisant des choses, on va dire, plus sur mesure,
sur-mesure. Ça vaut pour les seniors, mais ça vaut pour les femmes, ça vaut pour les jeunes. Donc il y a beaucoup d'actions qui finalement, parce qu'on fait du sur-mesure, vont adresser différents types de problématiques. Donc effectivement, on adresse le sujet de manière plus générale. On recrute beaucoup. On recrute dans le monde, on recrute 30 000 personnes par an. Et notre sujet, il est de recruter. Et comme beaucoup d'entreprises, on va dire de première ligne, on a vraiment un sujet d'attractivité. Et c'est ça aussi qui nous challenge pour aller recruter de manière extrêmement diversifiée, avec des cibles très très diverses. Oui, alors ce qui vous aide un peu, c'est que les métiers de la conduite notamment sont en très forte tension. Donc finalement, déjà, ça fait un peu évoluer ça, le regard des managers et des recruteurs. Ils vont chercher la ressource là où elle se trouve aussi. Et le vivier, il faut forcément un peu l'élargir au-delà des cibles classiques. Qu'est-ce que vous mettez en place pour séduire vos différentes cibles un peu spécifiques que sont les seniors, les jeunes et les femmes? Qu'est-ce qui peut, dans les conditions de travail proposées, les conditions du poste, les inciter à vous rejoindre? En fait, le premier sujet, c'est qu'on les forme. On en parlait tout à l'heure, le sujet de la formation et les clés. Donc, on a par exemple en France un CFA. On a formé donc 1000 personnes dans ce CFA. Sur ces 1000 personnes, on avait 23% de personnes de plus de 50 ans. Donc, y compris, on va dire, les seniors. On les forme sur des formations diplômantes, des titres professionnels, des CAP. Et ça, je dirais, c'est la première action. Ensuite, on a un sujet bien sûr de sens qu'on retrouve à la fois chez les jeunes et chez les plus âgés. Donc le fait de proposer un métier qui a du sens, proche de leur territoire, avec quelque chose qui amène vraiment une valeur ajoutée aux habitants du territoire, plus l'impact environnemental. Et puis, je le mentionnais tout à l'heure, le fait d'avoir des conditions de travail où on essaie au maximum de répondre à leurs besoins. Et pour les seniors, on a aussi un certain nombre de temps partiels, et c'est vrai que ça répond aussi, ça leur donne une souplesse, soit en termes de complément emploi-retraite, soit tout simplement, on a vraiment des gens qui sont à la retraite et qui souhaitent avoir une activité complémentaire, être engagés et voilà, continuer leur vie, une vie professionnelle. Oui, avec un vrai enjeu aujourd'hui de souplesse des horaires, d'aménagement des horaires, d'ailleurs pas que pour les seniors, mais en particulier ça vaut pour eux. Ça vaut pour tous, pour les femmes aussi. Isabelle Hainaut-Chevalier, les agences de travail temporaire, elles sont quand même plus connues pour placer des jeunes que pour placer des seniors, et pourtant, il y a une proportion non négligeable de seniors que vous accompagnez et qui, en moyenne, et c'est un fait assez surprenant que les données de votre observatoire ont mis en évidence, qui en moyenne travaillent plus que les autres populations, les autres classes d'âge intérimaires. En effet, Nicolas, je vous remercie de souligner ce point qui nous a surpris lorsque nous avons exploré cette population que nous connaissions beaucoup moins bien que le million de jeunes que nos réseaux accompagnent chaque année. Et donc, en regardant de près le sujet dans le cadre des travaux de notre observatoire paritaire, nous nous sommes rendus compte que les intérimaires aussi vieillissaient. Plus sérieusement, nous en comptons à peu près 400 000 aujourd'hui. Alors, c'est un taux de 14%. Donc, vous voyez que par rapport à la place des seniors dans la population active, nous sommes à peu près sur un taux deux fois moindre, ce qui est tout à fait normal. Le profil type du travailleur intérimaire, vous le savez, c'est plutôt un homme de 35 ans. Mais néanmoins, chaque année, nos intérimaires vieillissent en même temps que nous. Et d'autre part, nous accueillons aussi des personnes en reconversion. On en a parlé tout à l'heure. C'est tout à fait fréquent de voir un senior, après une rupture, se tourner vers le travail temporaire qui donne l'assurance d'un retour plus rapide à l'emploi. Alors, je le dis toujours en lien avec nos partenaires historiques que sont France Travail, que sont l'APEC, puisque les seniors sont un public prioritaire que nous co-accompagnons. Et en effet, ces seniors, alors ils sont moins nombreux que les jeunes, mais ils travaillent plus. L'intensité moyenne d'emploi annuel dans l'intérim, c'est de l'ordre de 450 heures. Et le senior de 55 jusqu'à 59 ans, lui, va afficher une durée de travail d'à peu près 650 heures par an. Alors vous allez me dire, 650 heures, on est loin du temps plein, mais
Comme le disait tout à l'heure Madame, le temps plein n'est pas forcément l'idéal de vie de tout un chacun, surtout à partir d'un certain âge. Et puis surtout, on est allé un petit peu plus loin dans l'analyse qualitative pour se tourner vers les entreprises utilisatrices dans cette enquête. Et elles nous ont toutes restitué des qualités attachées aux seniors qu'on a tout à l'heure abordées avec l'étude Malakoff-Humanis, avec cette loyauté, cette fidélité à l'entreprise, ce sens de l'engagement. Et finalement, le senior, c'est un ancien jeune plus expérimenté. C'est un peu le meilleur, le meilleur des deux mondes. Je fais rire ma voisine. Ces seniors, ils ont aussi, je pense, l'envie de s'inscrire dans leur territoire, parce qu'ils ont un certain nombre de projets et de contraintes. Mais là, je ne veux pas peut-être dévoiler la suite de votre questionnement. Quels sont les paramètres sur lesquels les recruteurs, selon vous, peuvent jouer? Est-ce qu'on parlait des aménagements horaires, des plannings, de la souplesse, de l'adaptabilité? C'est un sujet crucial pour parvenir à recruter peut-être davantage de salariés expérimentés? C'est un sujet absolument crucial. Là aussi, rien de révolutionnaire dans notre constat en 2025. En 2022, c'était plus original lorsque nous avons partagé les conclusions de l'étude. C'était finalement beaucoup moins balisé. Alors, les facteurs d'attractivité du travail temporaire pour l'entreprise utilisatrice, ils sont absolument évidents. C'est que l'entreprise utilisatrice n'est pas l'employeur. C'est l'agence d'emploi qui assume le rôle d'employeur. Et donc, à ce moment-là, on renonce à ses a priori, on renonce à ses préjugés. Et par définition, quand une entreprise utilisatrice a recours au travail temporaire, c'est parce qu'elle n'a pas réussi à recruter elle-même par ses propres moyens. Donc, finalement, elle se décentre, elle reconnaît une forme d'incapacité à agir seule et elle se tourne vers ce tiers de confiance qu'est l'agence d'emploi. Et du côté des seniors, finalement, on a à peu près le même type d'attente. Le senior, il n'a qu'une envie, c'est qu'on reconnaisse ses compétences indépendamment de son âge. Et donc, la rencontre se fait sur ce terrain qui est aussi le terrain de la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle. La problématique des aidants, qu'on a à peine effleurée ce matin, elle est ressortie extrêmement fortement dans notre étude. Sur le plan qualitatif, ça a été vraiment un apport tout à fait formidable, puisqu'on a pu recueillir des verbatims. Et ce que nous avons entendu, enfin ce que nos enquêteurs ont entendu plutôt, c'est vraiment des choses qui tournent autour de l'aide apportée aux vieux parents. J'ai besoin d'horaires compatibles avec le fait que je vais voir ma maman à l'EHPAD le soir, ou j'ai besoin de mon mercredi, y compris pour les messieurs, puisque les seniors intérimaires sont à 2/3 des messieurs, j'ai besoin de m'occuper de mes petits-enfants, ou mon conjoint est à la retraite, je veux mon vendredi, et tout cela finalement aboutit à des quotités d'emploi qui sont loin d'être ridicules, parce que 650 heures par an, c'est tout à fait intéressant pour la personne et pour la société, mais ces quotités, elles sont compatibles avec un équilibre de vie global sur le territoire, ce qui nous semble extrêmement prometteur. Merci Aymeric Morin. On a vu un certain nombre de craintes, de peurs des employeurs. Vous avez, à France Travail, listé 8 arguments pour convaincre les entreprises de recruter des seniors. Alors, on ne va peut-être pas les citer les 8, mais quelques exemples et quelques illustrations de ces arguments que vous mettez en avant, avec quelques chiffres à l'appui. Oui, peut-être citer 2-3 arguments qui pour nous sont les plus forts et peut-être dire, puisque je rebondis sur ce premier argument et je rebondis sur ce qu'a dit Isabelle Hainaut, c'est d'abord que ce sont vraiment des ressources sur qui on peut compter. Clairement, d'une part, parce que ce sont des ressources souvent assez stables, ils ne sont pas du tout dans des logiques de parcours de carrière, ils sont plutôt justement sur gérer leur fin de carrière, ils sont motivés, très engagés, ça les recruteurs nous le remontent souvent, c'est vraiment des gens qui s'intéressent à la mission et qui assurent vraiment un engagement. Deuxième pour nous argument qui est très fort, c'est les soft skills. On le sait, c'est une donnée clé pour évidemment tous les recruteurs aujourd'hui. Et les seniors, souvent, c'est évidemment les soft skills, c'est des choses qu'ils ont appris à maîtriser dans leur parcours professionnel antérieur. Et même au-delà des soft skills, c'est aussi la question des codes de l'entreprise. C'est des choses qu'ils maîtrisent et donc ils sont là-dessus directement opérationnels. Et peut-être un troisième argument qui pour nous est très fort, c'est ce rôle de régulateur du corps social, enfin, voilà, des effectifs de l'entreprise. Pourquoi ? Parce que d'une part, ils ont cette capacité à aller faire du mentorat par rapport aux plus jeunes, notamment et nous on le voit sur les enquêtes, sur les jeunes diplômés qui rentrent sur le marché du travail, souvent il y a une méconnaissance justement comment ça va se passer, les codes de l'entreprise, les processus de l'entreprise. Et donc il y a ce rôle-là. Il y a aussi un rôle clé
former des seniors dans ce qu'on appelle le knowledge management, hein, vraiment cette capacité à transmettre qui peuvent être un rôle clé. Et peut-être j'en finirai là. Il y a aussi des idées reçues. C'est les compétences numériques. Ben oui, il y a énormément de seniors qui maîtrisent évidemment les compétences numériques. Il faut vraiment dépasser ces idées reçues. Et pour nous, c'est vraiment ce job-là. Il est essentiel d'aller vers les entreprises, de les convaincre de changer ça, parce qu'on le voit. C'est pas uniquement l'emploi des seniors, c'est pas des dispositifs. C'est fondamentalement l'enjeu. C'est un changement de culture RH de la nation presque. Hein. On le voit. C'est un sujet, ça a été bien dit, qu'on retrouve pas dans notre pays. Et à l'heure où on a des tensions de recrutement qui vont perdurer, c'est un peu le paradoxe de la situation actuelle. On sait que près de 6 recrutements sur 10 sont toujours jugés difficiles, alors même que le chômage monte. Hein. C'est quelque chose qui diminue très peu. C'est un vrai handicap pour la France que de ne pas miser sur l'emploi des seniors. Je reprends au vol votre propos sur les compétences numériques. En fait, c'est peut-être important de préciser que le niveau de compétences numériques n'est pas corrélé à l'âge, il est en revanche très corrélé au niveau de qualification. Isabelle Rivière, aux acteurs de la compétence, vous mettez beaucoup l'accent justement, au-delà des compétences métiers, sur le développement de ces compétences numériques. Pourquoi, de quelle manière, étayé par quel constat ? Alors, il est vrai que les compétences numériques n'est pas un sujet lié aux seniors. C'est un sujet lié tout au long de la vie. Donc, il faut se former. Et nous, seniors, puisque je suis concernée également, nous avons fait l'objet de plusieurs mutations, notamment numériques. Et donc, on a été amené soit à se former de façon informelle, mais à se former également de façon avec des formations certifiantes. Donc, c'est vrai que le senior a aussi besoin de reconnaissance, de valorisation, on l'a dit tout à l'heure. Il a besoin de reprendre confiance parce qu'il y a des problèmes de recrutement. On sait très bien aujourd'hui qu'en 2030, il y aura une pénurie, il y aura une baisse de la population active d'à peu près 800 000 personnes. Donc, il y aura vraiment ce déficit de compétences. Donc, il faut reconnaître le senior, mais il faut aussi lui redonner confiance et redonner aussi confiance à l'entreprise sur ce sujet parce qu'il y a vraiment un vrai vivier. Oui, effectivement, cet argument démographique, on l'a un petit peu entendu déjà ce matin, mais la baisse de la population active et l'augmentation de la proportion des seniors est de toute façon un élément incontournable qui incite à aller davantage vers les seniors. Quels sont les dispositifs qui peuvent permettre, selon vous, de mieux permettre aux seniors de retrouver plus facilement un emploi pour les former en amont du recrutement ou pour les former au moment de leur intégration dans l'entreprise ? Alors, il y a eu plusieurs dispositifs qui ont accompagné justement les actifs. Je pense notamment, on parlait tout à l'heure de l'axe numérique, il y a eu le FNE qui a justement aidé les salariés sur ce volet-là, mais il y a aussi les abondements entreprises, bien évidemment, qui accompagnent au quotidien. Il y a aussi les branches professionnelles qui ont perçu l'intérêt d'accompagner leurs salariés avec un accompagnement sur la partie conventionnelle. Donc ça, c'est important à le souligner. Et puis les compétences numériques, ça passe aussi par le plan de développement des compétences, bien évidemment, des entreprises. Mais voilà, donc il y a un bon nombre de... Alors, on espère tous que ces dispositifs vont éventuellement perdurer, mais en tout cas, ils vont se transformer, mais nous en parlerons un peu plus tard sur un projet que nous avons au niveau des acteurs de la compétence. Ouais, merci. Et sur le CPF, d'ailleurs, il y a pratiquement un tiers des CPF qui ont été ouverts par des salariés de 50 ans et plus, près de 12 millions. Le CPF a été une belle marque, oui. Aymeric Morin, le levier du développement des compétences, de la formation, ce n'est pas le seul levier, mais c'est un levier essentiel, un levier à renforcer probablement par rapport à des seniors qui constituent une population très hétérogène. Là encore, vous avez quelques données à nous partager sur cette question de la formation. Ça a été un peu dit ce matin, les seniors se forment moins souvent et se forment sur des modules beaucoup plus courts, sur des parcours plus courts que les autres catégories d'âge. Merci Nicolas, c'est effectivement un des traits saillants quand on regarde le public senior et qu'on le compare au reste des demandeurs d'emploi. Sur l'accès à la formation, un chiffre, c'est les seniors, c'est à peu près 9% des entrées en formation de tous les demandeurs d'emploi en 2024. Leur part dans l'ensemble des demandeurs d'emploi, c'est 16%. On est sur un rapport de 1 à 2. Donc on voit qu'on est clairement sous une sous-représentation, alors même qu'on sait
que la formation, ça augmente de 15 points, enfin, on va sortir un peu des chiffres, mais c'est vraiment un levier très fort d'accès à la formation. Et c'est vrai que ce qui est sur ce sujet de la formation un enjeu clé, mais ce caractère hétérogène, on le retrouve dans beaucoup de données. On retrouve du niveau de qualification. Par exemple, on voit qu'on a un quart des seniors qui ont un niveau de qualification infra BEP. Enfin, voyez, on est sur CAP BEP. Et à l'inverse, un quart qui sont au-delà du Bac+2. Donc, vous voyez, on a tout l'éventail. C'est vrai pour d'autres publics, hein, cette hétérogénéité, mais c'est particulièrement marqué pour les seniors. Puis peut-être aussi un exemple qui est fort, parce qu'on parle souvent des sujets de santé, c'était évoqué, mais alors certes, les problèmes de santé qui impactent l'emploi, c'est à peu près 15% des seniors chez nous, hein, quand on fait nos diagnostics, mais ça veut dire que de l'autre côté, il y a 85% des seniors qui n'ont pas du tout d'enjeu de santé. Pareil, le handicap, c'est à peu près 21%. Effectivement, il y a une surreprésentation des publics seniors, mais de l'autre côté, il y a près de 80% des seniors qui ne sont pas en situation de handicap. Donc vraiment, hétérogénéité très forte, effectivement. Caroline Gonin, vous avez signé un accord sur l'insertion durable à Transdev en décembre 2023 pour la France. Vous engagez à maintenir la proportion des salariés de 59 ans et plus dans les effectifs. Mais vous avez quand même un enjeu, on l'a beaucoup dit tout à l'heure, eu égard à vos métiers en tension, d'aller chercher de nouveaux profils et peut-être de faire appel à des dispositifs de formation qui ne sont pas très courants, qui sont un peu atypiques, qui sont parfois un peu sur mesure. De quelle manière est-ce qu'on peut aller chercher de nouveaux profils? Quels sont les types de partenariats que vous avez aujourd'hui, que vous pourriez peut-être davantage démultiplier demain? Oui, donc on recrute vraiment au plus près en fait de nos territoires. Alors, notre premier partenaire, quelque part, quand même, c'est France Travail. On recrute aussi beaucoup avec nos partenaires formation. Je parlais du CFA. Voilà, donc nos partenaires formation font aussi du sourcing pour nous. Et puis, on travaille aussi parfois dans les territoires avec des associations, en fait, pour aller chercher des profils qui sont plus éloignés de l'emploi et les accompagner pour revenir au travail. On a à peu près sur nos conducteurs, on a à peu près 60% des profils conducteurs qui sont des gens qui sont en reconversion. Donc c'est vraiment pour nous une source de recrutement extrêmement forte, mais avec des profils qui sont très éloignés de nos métiers. Hein. Je parlais tout à l'heure de notre CFA. En 2024, on avait par exemple plusieurs boulangers qui sont devenus allergiques à la farine, qui ne pouvaient plus faire leur métier, et finalement, ils sont devenus conducteurs. On a aussi des personnes qui travaillaient sur des métiers de type, horlogerie, des luthiers, des métiers sur lesquels il y a besoin d'une forte dextérité au niveau des mains. Voilà, ils ont perdu cette dextérité. Finalement, ils sont devenus conducteurs. Voilà. On a beaucoup de profils extrêmement différents. Dans un certain nombre de cas, on a aussi des formations vraiment de remise à l'emploi nécessaires avant la formation professionnelle proprement dite. Est-ce que le contrat de valorisation de l'expérience, qui est prévu par l'accord national interprofessionnel de novembre 2004, c'est une expérimentation, est-ce qu'il vous semble intéressant avec finalement une date pour des DRH de liquidation de la retraite qui est connue au moment de l'embauche? Oui, tout ce qui peut aider, de toute façon, est très bon à prendre. Alors, nous, je parle beaucoup de profils non cadres et conducteurs parce que c'est sur 100 000 personnes, c'est 70 000 personnes chez nous, donc c'est quand même une grosse partie de notre population. Par contre, on a des vrais progrès aussi à faire sur les cadres, et notamment le contrat senior, pour moi, c'est effectivement quelque chose qui peut beaucoup sécuriser les entreprises. Tout à l'heure, dans la vidéo, on parlait de la peur parfois de certains chefs d'entreprise. Je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment rassurer des chefs d'entreprise. Encore une question, les OPCO prennent de plus en plus à bras-le-corps cette question de l'emploi des seniors avec des partenaires sociaux qui souhaitent que cette question soit mise sur le devant de la scène. Est-ce que, par exemple, dans le cadre de votre OPCO, l'OPCO Mobilité, ou d'ailleurs avec d'autres OPCO, il y a des liens, des passerelles peut-être plus systématiques pour favoriser des reconversions sur des métiers qui peuvent être connexes en identifiant des compétences, des blocs de compétences déjà acquises et qui pourraient peut-être demain être complétés?
Donc il y a des choses qui existent, mais c'est vraiment quelque chose qu'on pousse parce que moi je suis persuadée qu'on pourrait aller beaucoup plus loin. Je pense que maintenant il faut arrêter de se dire que les gens vont faire toute leur carrière, enfin ça fait des années qu'on dit ça déjà, mais toute leur carrière dans le même métier. Et je pense que c'est important que les branches elles-mêmes soient extrêmement volontaristes là-dessus, c'est-à-dire qu'on recrute des gens qui vont passer quelques années chez nous et qui après évolueront vers d'autres métiers. Il faut vraiment qu'on soit beaucoup plus agile et donc effectivement travailler des passerelles avec différentes branches et communiquer, donner de la visibilité sur ces passerelles, que ce soit facilement accessible, je pense que c'est vraiment un axe important. Nous, dans nos métiers, par exemple, avoir beaucoup plus de passerelles avec l'automobile, avec la vente, c'est quelque chose qui serait extrêmement aidant. Donc, il y a des choses qui se feront, mais je pense qu'on peut aller vraiment plus loin là-dessus. Claudia Montero, chez Eurogroupe Consulting, on l'a dit, 400 salariés en France, 300 consultants. Vous avez mis en place un parcours rebond. Vous en avez parlé tout à l'heure. Il y a eu 3 sessions depuis avril-mai 2023. 3 sessions à destination des demandeurs d'emploi de plus de 45 ans. Quelles sont les modalités? Ça fonctionne comment? Alors, d'abord, je vais expliquer en fait ce qu'on entend par parcours rebond. Quand on a construit ce dispositif, on s'est posé la question de quoi proposer aux personnes qui étaient en 2e ou 3e partie de carrière et qui cherchaient un emploi. Qu'est-ce qu'on avait, nous, cabinet de conseil, à leur apporter comme parcours? Et là a commencé un très long travail de déconstruction de tous les biais cognitifs qu'on pouvait avoir vis-à-vis des personnes expérimentées. Vous avez mentionné les besoins tout à l'heure de flexibilité du temps de travail. Pour nous, c'est un vrai sujet, mais c'est pas un sujet qui concerne uniquement les personnes de plus de 45 ans. A été mentionné l'intensité au travail. Pareil, ça n'est pas un sujet spécifique des seniors, c'est un sujet dans son ensemble. Et donc, du coup, on est arrivé à la conclusion que ce qu'on avait à proposer, c'était la découverte d'un métier à 45 ans et plus, qui est celui de consultant. Donc c'est pour ça qu'on est arrivé à cet oxymore de consultant débutant expérimenté. Et on s'est ensuite posé la question de comment recruter, puisqu'il était bien évident qu'on n'allait pas utiliser les mêmes canaux et les mêmes critères que pour de tout jeunes demandeurs d'emploi sortis d'école. Et là, on a fait une rencontre avec l'APEC. L'APEC qui a travaillé sur la campagne qu'elle a lancée, qui travaillait aussi sur le dispositif d'immersion pour favoriser le retour à l'emploi. Et donc, du coup, ce que nous avons fait, c'est lancer cette première session et les suivantes dans une modalité qui est très simple. D'abord, on a une forme d'appel à candidature très large où en fait on dit venez nous rencontrer, nous avons une proposition à vous faire. Donc nous on travaille avec l'APEC 92 et là viennent, dépendant des sessions, on va dire entre 50 et 100 personnes et on explique ce qu'est Eurogroupe, donc cette ETI qui fait du conseil pour de grands clients et comment on propose de venir étayer la rencontre. L'immersion, c'est quoi? C'est une semaine passée en tant que consultant dans une équipe, donc sur le terrain, puisque c'est ça qu'on propose. Pendant cette semaine, la personne qui suit le parcours observe quel est le métier, voit s'il lui convient ou non, rencontre les consultants, et puis à la fin de la semaine, on a un débrief pour savoir si, au bout de cette semaine, les personnes confirment leur envie de rejoindre le conseil Eurogroupe ou non. Vous avez 6-7 candidats à chaque fois. Quelle est la proportion de candidats auxquels vous proposez à l'issue de cette semaine un CDI et sous quelles conditions? Alors, cette semaine, c'est une semaine d'observation réciproque. En fait, nous, ce dont on s'est rendu compte que ce qui comptait en fait pour que ça fonctionne, c'est que la personne soit fondamentalement motivée et en capacité de se remettre en question. Donc, généralement, sur 6-7 candidats, on fait entre 3 et 4 offres. C'est un processus qui est sélectif et sur 3 à 4 offres, on a 2 à 3 personnes qui nous rejoignent. Ils nous rejoignent comme consultants et ils vivent la vie de tous nos consultants. Ça, c'est important de le dire. Ils ont une période d'essai comme tous les consultants. Pour les 10 personnes que ça concerne, en fait, dans un cas de figure, on a été tenu d'interrompre la période d'essai et je suis très franche là-dessus parce que c'est comme ça qu'on fonctionne aussi dans toutes les entreprises. Parfois, la rencontre ne se fait pas.
un candidat, c'est lui qui a interrompu sa période. Et ensuite, en fait, les personnes se projettent ou non pour progresser dans l'entreprise. Avec une rémunération qui est plutôt plus élevée que la moyenne des rémunérations proposées aux consultants. Aux consultants débutants, effectivement. On s'est posé aussi clairement cette question-là et c'est un facteur qu'on expose dès la première réunion de présentation du dispositif. La rémunération qu'on propose, c'est 50 000 € annuels de salaire brut quand les jeunes en fait démarrent plutôt aux alentours de 40 000 €. Donc c'est bien moins que ce qu'on peut avoir potentiellement quand on a une longue carrière tout à fait linéaire. Mais nous, on a considéré que c'était un salaire juste et qui peut évoluer comme tous les autres chaque année. En préparant cet échange, vous m'aviez indiqué que les profils des bénéficiaires, des seniors embauchés, 9 au total depuis 1 an et demi, sont très variables, entre 47 et 62 ans, des cadres de tous les secteurs, beaucoup du privé, un peu du public, quelques auto-entrepreneurs, des femmes aussi avec un partenariat avec Force Femmes. Quel accompagnement leur avez-vous proposé à ces seniors et quel accompagnement avez-vous proposé aussi à vos managers et aux encadrants qui sont souvent jeunes ? Alors, je vais commencer par la deuxième partie. L'accompagnement en fait des encadrants et de l'ensemble des autres consultants, il a démarré dès la construction du dispositif. En fait, c'est comme ça qu'on a déterminé le pourcentage de seniors qu'on pourrait recruter dans le parcours rebond, parce que bien évidemment, c'est pas toujours évident d'expliquer à quelqu'un qui a parfois 20 ans de plus que soi comment faire les choses. Et donc, en fait, on a vraiment travaillé sur notre population d'encadrants pour faciliter ça. Et aussi pour déconstruire une idée qui est que seuls les plus expérimentés ont à transmettre. La transmission, elle se fait vraiment dans les deux sens. Puis, en fait, dès lors qu'un senior est dans un dispositif mission, il y a les ressources humaines en fait accompagnent le manager pour s'assurer qu'il est bien à l'aise avec son encadrement. Pour les seniors qui nous ont rejoints, au fond, ils disposent du même dispositif de formation que les consultants débutants dès lors qu'on est sur des techniques de métier. Donc tout à l'heure, j'ai entendu dire soft skills. J'aurais pas été la première à utiliser un anglicisme. Donc c'est plutôt sur des techniques dites dures qu'on les forme en prenant soin quand même de ne pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Et ça, c'est important. C'est très, très important. Parce qu'en fait, quand on a avec soi des personnes qui sont en deuxième ou troisième partie de carrière, ils ont une richesse de compétences incroyable. Un dernier mot, cette initiative-là, il va y avoir une 4e session en avril 2025, 4e session que vous voulez ouvrir à d'autres entreprises, donc ça pourrait être demain essaimé. Complètement. Moi, je crois que nous, les entreprises, et en particulier les ETI, on est un acteur majeur de l'emploi en France. Et donc, comment on fait, en fait, pour attirer d'autres dans ce mouvement ? Tout d'abord, en fait, on a une logique territoriale, donc d'empreinte locale. On en a parlé en fait à tous nos voisins, puisque nous, nos bureaux sont à la Défense, et donc on est dans une tour qui est multi-entreprise. On a 2 de nos voisins qui vont s'engager avec nous. On en parle aussi à notre syndicat, qui est le Syntec. Et je pense que avoir une expérience qui est concluante, c'est aussi de nature à montrer aux autres entreprises, fussent-elles de taille plus modérée que la nôtre, que c'est une vraie richesse que d'intégrer des seniors comme des personnes qui peuvent rebondir dans un métier. Merci pour ces précisions sur cette démarche. Isabelle Hainaut-Chevalier, vous réfléchissez vous aussi à des dispositifs un peu atypiques, un peu innovants, mais juste avant, petite question d'actualité sur le contrat de valorisation de l'expérience. Est-ce que ça vous semble être une bonne idée ? À quelles conditions est-ce que vous pourriez vous y inscrire dans l'état actuel, les contours qui restent à préciser de ce dispositif ? Merci Nicolas pour cette question sur ce fameux contrat de valorisation de l'expérience. C'est un très très joli nom et à titre personnel, je le préfère au contrat senior qui est tout de même un peu, peut-être un peu stigmatisant. Donc sans surprise, vous ne serez pas
bien évidemment étonné de voir que je vais aussi plaider pour ma paroisse dans le cadre de ce nouveau contrat. Pourquoi ? Parce que vous savez que nous avons un contrat à durée indéterminée intérimaire. Hein, c'est un contrat en forme d'oxymore. Le fait est qu'aujourd'hui, ce contrat à durée indéterminée intérimaire, il est enfermé dans des motifs très contraignants. Je le répète parce que c'est très paradoxal, puisqu'il doit être mobilisé en respectant le motif classique remplacement d'un salarié absent ou accroissement temporaire d'activité, ce qui, pour un CDI, convenez-en, est quand même assez curieux. J'en profite d'ailleurs pour souligner que la directive européenne de 2008 qui régit le travail temporaire n'impose pas de motif. Donc c'est une limite franco-française. Et bien sûr, nous aimerions que ce nouveau contrat de valorisation de l'expérience nous permette de sauter par-dessus le motif pour déployer plus largement le CDI intérimaire au-delà de ces 50 000 bénéficiaires actuels. Alors nous sommes aussi, j'en profite pour le rappeler, nous sommes aussi des recruteurs pour le compte d'autrui. Et donc, les 50 000 CDI intérimaires n'épuisent pas le sujet du CDI dans notre profession. Et c'est heureux parce que le CDI, même si le contrat de travail temporaire classique a de nombreuses vertus, le CDI, c'est tout de même un cadre idéal pour permettre l'insertion de seniors qui ont des besoins spécifiques d'accompagnement. Alors certes, Aymeric le disait tout à l'heure, tous les seniors n'ont pas de problème de santé, mais ils peuvent tout de même avoir quelques limitations toutes bêtes et qui demandent une approche un peu plus ergonomique. Donc le CDI est tout de même un excellent vecteur pour ce faire. Et d'autre part, le CDI est extrêmement sécurisant par nature pour une fin de carrière. Et là, je ne peux que souscrire aux propos tenus par Hubert tout à l'heure sur l'intérêt de sécuriser la rupture. Voilà, c'est vrai pour des employeurs tout à fait classiques, c'est vrai aussi pour les agences d'emploi. Alors voilà pour le moyen terme. Tout de suite, là, en cours, sont testés un certain nombre de dispositifs d'accompagnement test que vous testez avec des partenaires. Peut-être un ou deux exemples de ce type de dispositif avec toujours la question de la mise à l'échelle possible. En effet, nous essayons aussi d'être innovants. Cela a été dit tout à l'heure plusieurs fois. La formation, c'est formidable, mais il n'y a pas que la formation dans la vie. Il y a aussi des formes de remobilisation qui sont plus innovantes, moins coûteuses. Et là, je salue les initiatives du Fonds professionnel pour l'emploi du travail temporaire. Alors, le FPETT, c'est une des nombreuses spécificités de notre secteur. Ce n'est pas un OPCO, ça y ressemble un peu. Le FPETT, il est doté de plusieurs centaines de millions d'euros par an. Donc, ça lui permet de financer des expérimentations qui s'appellent, par exemple, Tremplin Senior. Alors, ça n'est pas un nom d'une originalité fabuleuse. Où est Marc-Olivier Jouan? Mais bon, c'est pour l'instant la façon dont on l'appelle. Alors, ce dispositif Tremplin Senior, c'est une opération qui dure 5 jours par petits groupes, une dizaine de personnes. On en a fait à peu près, on a couvert à peu près 50 personnes l'année dernière. On espère multiplier cet effectif par 10 cette année. C'est une opération de remobilisation qui est aussi une opération de pré-recrutement en association étroite avec des agences d'emploi sur un territoire. Bien évidemment, nos partenaires France Travail et APEX sont dans la boucle, puisqu'il s'agit toujours de trouver des viviers prêts à s'engager dans ce type d'opération. Ce qui est formidable, c'est qu'en fait, on compacte en une même opération de la remobilisation, de la formation et de la mise en réseau des différents acteurs. En fait, on se rend compte qu'en quelques jours, on peut être extrêmement efficace à un niveau de charge financière qui est extrêmement performant. Merci Aymeric Morin. Aujourd'hui à France Travail, quel est le poids des outils et des dispositifs qui visent à permettre aux demandeurs d'emploi de renforcer les compétences, d'être plus employables et qui visent aussi à aider les entreprises à recruter davantage de seniors? Il y a des dispositifs un peu atypiques, parfois certains existent depuis des années, ne sont pas forcément massifiés. Est-ce qu'ils pourraient l'être davantage demain? À France Travail, on a vraiment deux convictions sur comment renforcer notre efficacité pour l'insertion des publics seniors. La première, c'est, on l'a dit, hétérogénéité des publics, dit
réponse adaptée aux besoins. C'est l'entrée par les besoins. C'est pas voilà, on pu avoir le choix de se dire on fait un accompagnement dédié senior. À notre sens, c'est pas la bonne réponse. La réponse, c'est diagnostiquer le besoin et répondre avec une offre de service qui est adaptée. Et on voit qu'on a plein de leviers. On a déjà une offre de service assez large. Il faut l'adapter. Et deuxième conviction, c'est que la transformation qu'on a en cours avec la mise en œuvre de France Travail, de la loi pour l'emploi, elle va nous permettre d'accélérer en allant vraiment massifier les actions les plus efficaces. Alors peut-être trois exemples. Premier sujet, c'est d'abord comment on accompagne les personnes. Là, le premier sujet, c'est le diagnostic. C'est mieux diagnostiquer pour mieux personnaliser. Derrière, massifier les accompagnements intensifs pour ceux qui en ont besoin. Mais pour d'autres, ça va être vraiment travailler sur la valorisation de l'expérience. On l'a dit, c'est clé. La confiance en soi, qui est toujours un sujet. Et puis l'image de soi-même. Donc ça, on adapte. On a des outils qui nous le permettent, des prestations, et vraiment, on les adapte pour y faire face. Petite question, pour l'instant, il n'y a pas d'offre dédiée par rapport aux seniors parce que les catégories, on l'a vu tout à l'heure, sont quand même assez hétérogènes. Néanmoins, il y a des réflexions en cours pour davantage outiller les conseillers de France Travail pour s'adresser à un public senior. Oui, il y a bien sûr des réflexions en cours, et puis même pour faire évoluer nos prestations, nos ateliers, travailler avec nos prestataires pour vraiment avoir une adaptation spécifique aux seniors. C'est un enjeu clé. Peut-être le deuxième point qui nous paraît clé, c'est d'aller beaucoup plus vers les entreprises. On le sait, tout le sujet, c'est la transformation des pratiques RH, c'est le sujet. Et c'est notre rôle, avec évidemment tous les acteurs du réseau pour l'emploi, dans ce qu'on appelle notamment les task force entreprises, qui se déploient là, en ce moment partout sur le territoire, d'aller vraiment convaincre les entreprises qu'on peut d'abord de l'intérêt de recruter des seniors, notamment dans le contexte de tension, et deuxièmement de comment on peut les accompagner là-dessus. Troisième sujet qui est absolument clé, c'est de travailler en réseau avec les opérateurs du réseau pour l'emploi. On l'a cité, évidemment l'APEC, qui est vraiment un allié clé avec qui on travaille tous les jours, une expertise extrêmement forte sur les cadres seniors qui est indispensable. Je pense aussi au réseau des Cap Emploi, on le sait, on a une problématique handicap qui est assez forte, mais parfois des acteurs un peu plus loin, par exemple l'assurance vieillesse, parce qu'évidemment, un senior qui est proche de la retraite, il peut avoir l'idée que, autant rester au chômage, et puis voilà. Et en fait, non, quand on travaille et qu'avec les professionnels des CARSAT, on lui montre que non, la reprise d'activité, ça va avoir un impact sur sa pension et ce sera vraiment, vraiment intéressant. Et pareil, les danses aussi, c'est clé. On sait qu'on a plein d'associations qui travaillent là-dessus. Nous, on est en ce moment en train d'expérimenter des choses avec Help You, notamment. Et on sait vraiment, c'est un enjeu absolument cœur de système. Ouais. Un petit mot sur le dispositif Atout Senior qu'on a aperçu tout à l'heure dans le témoignage de vidéo du cadre commercial, Jacques. Donc en 2024, vous avez entamé un partenariat avec l'APEC et avec l'organisme de formation IFOCOP. Quelle est la spécificité de ce dispositif qui pour l'instant est expérimental? Vous avez de fortes ambitions. Qu'est-ce qui pourrait être envisageable à terme? Et rappelez-nous peut-être en deux mots, parce qu'il en parlait un petit peu, mais de manière vraiment très brève, quelles sont les modalités de ce dispositif? Alors, Atout Senior, c'est un parcours, c'est 2 fois 4 mois, c'est 4 mois de formation théorique, 4 mois en entreprise. C'est un parcours qui est pour nous particulièrement intéressant parce que cet aspect limité sur la formation théorique, on est plutôt sur du développement de compétences que sur de la formation, donc c'est quelque chose d'assez léger, qui est bien adapté au public, ça a été dit, c'est les publics qui ont déjà beaucoup de choses, et à eux, il ne s'agit pas de... certains ont besoin de reconversion, mais d'autres ont simplement besoin de mettre à jour leurs compétences. Et puis deuxième aspect très adapté de ce parcours Atout Senior, c'est le fait d'aller très vite en entreprise, très vite pouvoir valoriser à la fois son expérience professionnelle, valoriser sa motivation, faire tomber effectivement, et ça a été bien dit dans la vidéo, voilà, ces craintes en montrant dans un cadre où l'employeur n'est pas sur une embauche dure, donc il n'y a pas d'enjeu, pouvoir tout de suite montrer l'intégration du candidat très, très rapide. Il y a un peu plus de 200 bénéficiaires aujourd'hui, l'objectif c'est 1000 en 2025, c'est en Ile-de-France. En fonction de l'évaluation qui sera faite, ça pourrait être étendu à d'autres régions avec des objectifs plus ambitieux?
Vous avez tout dit, Nicolas, c'est ça. Alors, on est plutôt, je crois, à près de 300 pour un objectif de 1000. On compte bien l'atteindre. L'enjeu clé, c'est le sourcing des entreprises. Donc, vraiment, je m'adresse à toutes les entreprises qui sont ici. Vous pouvez vraiment vous adresser à France Travail. On sera extrêmement heureux de pouvoir vous faire participer à cette expérimentation qui marche très bien. IFOCOP met souvent en avant des taux d'accès à l'emploi à plus de 80%. Vous dire aussi, d'ailleurs, qu'on travaille beaucoup avec le mouvement des entreprises s'engagent. Sur leur site, ils ont mis en place une page dédiée pour toute entreprise qui veut s'engager. Et nous, on s'engage à rappeler l'entreprise dans les 48 heures pour accompagner l'entreprise qui veut s'engager. Peut-être aussi un élément qui est vraiment très important dans ce parcours, c'est son mode de financement un peu original, où il y a à la fois une contribution de l'employeur sur les coûts pédagogiques, une contribution du senior à partir de son CPF. 75 pour l'entreprise, 25 pour le bénéficiaire. Pour le bénéficiaire. On le sait, c'est des publics qui ont des CPF très alimentés, évidemment. Et le truc, c'est qu'à la retraite, ils le perdent, le CPF. Donc, il y a vraiment un enjeu très fort pour le système à aller mobiliser ces CPF. Et puis, France Travail, nous, on intervient sur 2 volets. D'abord, la rémunération sur les 8 mois, en tant que stagiaire de la formation professionnelle. Et puis ensuite, on peut abonder le CPF quand la personne n'a pas suffisamment d'éléments. Et peut-être un dernier élément, vous l'avez dit, pour nous, c'est vraiment typiquement le type de dispositif qu'on voudrait s'aimer, qui nous paraît bien adapté à ces publics. Effectivement, c'est francilien, mais on regarde déjà d'ailleurs avec IFOCOP d'autres modalités dans d'autres régions. Et l'idée, c'est bien sûr, si l'évaluation le confirme, parce que c'est toujours extrêmement important d'évaluer nos dispositifs, de pouvoir essaimer dans toutes les autres régions ce dispositif. Merci Aymeric Morin. Alors on poursuit et on termine avec d'autres pistes d'action. Isabelle Rivière, vous portez chez les acteurs de la compétence un certain nombre de propositions, notamment pour accroître la simplicité, l'efficacité des dispositifs en reconversion. Vous avez porté un certain nombre d'ailleurs de propositions dans le cadre de la négociation interprofessionnelle sur le sujet. Peut-être qu'il y en aura une nouvelle. Quelle proposition permettrait justement de faciliter ces reconversions avec un paysage qui aujourd'hui est très éclaté et énormément de dispositifs? Alors c'est vrai qu'au regard des freins que l'on peut rencontrer dans le développement des compétences, parmi lesquels notamment l'autocensure des salariés, également la méconnaissance des différents dispositifs qu'on a un peu évoqués tout à l'heure, et puis surtout la complexité des dispositifs, il était important d'apporter des réponses. Alors quand on parle de complexité des dispositifs, je n'ai pas cité la VAE tout à l'heure, mais c'est vrai que France VAE a permis en même temps, on tend vers une amélioration, une simplification. Parce qu'en fin de compte, les grands termes que l'on pourrait retenir, c'est redonner à la fois confiance, simplifier les démarches, bien évidemment, et puis les rendre lisibles. Donc pour ce faire, les acteurs de la compétence, nous on a œuvré sur 3 axes. Le premier axe, c'est de la communication. Donc, on a fait via des podcasts Objectifs Compétences. Il y a déjà quelques années, ça fait presque 2 ans déjà. On a fait un focus sur les seniors, notamment, avec plusieurs podcasts qui abordaient les problématiques ou les sujets tout simplement de l'intergénérationnalité, mais aussi de la transmission des compétences, mais aussi les sujets de recrutement des seniors. Voilà, tous ces sujets avec des cabinets de recrutement notamment pour donner des pistes. Donc tous ces sujets ont été abordés lors de podcasts. Le deuxième grand axe que nous avons entrepris, c'est celui de notre dispositif, projet universel de reconversion, que nous portons. Ce dispositif va dans le cadre de la simplicité et de la lisibilité pour tous les salariés, mais aussi pour tous les employeurs. À savoir, c'est une fusion de 3 types de contrats, le contrat professionnel, la PROA et puis Transco. Donc ces dispositifs sont proposés aux salariés. Bien évidemment, c'est un dialogue qui s'installe entre l'employeur et entre le salarié pour envisager une formation sur une durée, puisqu'on parlait de durée maximum, il ne faut pas que ce soit trop long pour éviter les abandons, comme on peut le rencontrer dans le cadre de la VAE notamment. Donc là, ce serait pour une durée maximum de 12 mois, avec des modalités pédagogiques différentes, possiblement. La FEST, c'est un vrai modèle intéressant, la VAE, bien évidemment, et l'alternance aussi. Donc voilà, ce dispositif nous semble tout à fait pertinent et accessible aux entreprises. Il pourrait se compléter d'outils complémentaires,
tout simplement, à savoir une aide potentielle de 5 000 € pour tout nouveau recruté senior pour accompagner l'entreprise et envisager à mobiliser l'entreprise pour un recrutement. Mais il y a aussi, l'accompagnement CEP, puisque ça pourrait être revu. Aujourd'hui, il y a des alertes CEP pour une tranche d'âge. Pourquoi pas envisager des alertes pour 45 ans, 50 ans et 55 ans. Voilà ce qui pourrait être dit. Je ne sais pas si j'ai précisé quand même que pendant ce projet universel de reconversion, bien évidemment, le contrat est maintenu pour le salarié. Ça, c'est fondamental. Merci. Et puis enfin, le troisième axe. Oui, très court. Le troisième axe que je voulais évoquer et que nous avons déjà mis en place, c'est les partenariats. Parce qu'on ne travaille pas tout seul, comme vous l'avez dit. Donc on a signé des partenariats avec la NDRH, justement, qui est sur ce sujet des seniors. Et puis également un partenariat avec Ascalia, qui s'appelait auparavant le GARF, que nous connaissons tous. Voilà, donc nous sommes sur ces 3 grands axes, mais bien d'autres encore, mais voilà, le temps est compté. Merci beaucoup Isabelle, on salue Astrid Panossian-Bouvet qui nous a rejoint, qui va intervenir d'ici à quelques minutes. On a peut-être le temps de prendre 1 ou 2 questions si vous le souhaitez, 1 ou 2 commentaires, réactions, contributions, questions. Non? Alors monsieur, on vous tend un micro. Alors, c'était juste une réflexion. Donc, Emmanuel Maquet, Maison de l'information sur la formation et l'emploi dans le département de l'Ain. Juste pour aller un petit peu dans le sens de ce que disait Madame Hénaud Chevalier, on expérimente, nous, depuis maintenant une quinzaine d'années, des lieux dédiés, en fait, sur l'accompagnement des plus de 50 ans. Et dans ce cadre-là, on a été amené à créer une agence de travail temporaire qui est spécifique aux plus de 50 ans, qui aujourd'hui... était dans le prolongement parce qu'on s'était dit que c'était une solution. Et ce qu'on a pu constater, c'est que finalement, dans notre modèle économique, ce qui nous a mis un petit peu en difficulté, mais sur lesquels on continue d'avancer, c'est que très rapidement, les seniors partaient à l'emploi, en fait. Donc, on utilisait... donc, en fait, on tarissait, mais c'était l'objectif, on tarissait notre ressource, mais très rapidement, on a pu avoir, donc, au bout de quelques semaines, on se rend compte que les chefs d'entreprise privilégient plutôt en fait, le CDI ou le CDD à l'intérim au bonheur des seniors. Voilà, c'était juste la contribution que je voulais dans ce sens-là. Merci. Merci pour cette contribution utile. Merci à tous les 5. Merci beaucoup pour vos éclairages respectifs. Merci à vous. Rebonjour à tous.